Je vais débuter par le dernier épisode de la série intitulée 5 secrets révélés à la WWE. Il s'agit en réalité d'une vidéo pompée d'un youtubeur américain. Ce dernier a sorti sa vidéo le 30 juin et comme de par hasard, 2 semaines plus tard, Wiz sort une vidéo. Vous la sentez la douille arriver? Oui, vous devez certainement la sentir. Et contre toute attente, ce dernier se relèvera. C'est à ce moment que le Big Show va intervenir en lui portant un chokeslam à travers un spot lumineux géant. L'explosion qui va se dégager à la suite de l'impact était juste folle. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, c'était prévu, mais alors comment est-ce que ça peut être réalisé avec un minimum de sécurité? Tout d'abord, c'est assez évident, mais l'explosion aura lieu derrière le spot lumineux, donc John Cena sera protégé. Ensuite, le verre au travers duquel il est passé, c'est en réalité une vitre en résine de sucre. C'est un matériau qui imite bien le verre et qui a l'avantage de se casser facilement sans aucun risque de coupure. Jusque-là, on aurait pu s'en douter. Mais est-ce que vous aviez également remarqué qu'au fond du spot lumineux, la WWE avait installé des petits tapis? Leur but étant évidemment d'amortir la chute de John Cena au niveau du dos qui était assez violente. C'est fou de voir tout ce qui a été mis en place pour sécuriser au mieux cette chute. D'ailleurs, la WWE stocke encore aujourd'hui cette pièce dans ses hangars. Ça me fout la nostalgie de le voir touriller comme ça. Backlash 2009 ended with a bang when the Big Show chokeslammed John Cena through an exploding spotlight. What's the secret here? First, the glass that Cena hit wasn't actually glass. It was actually made out of sugar glass, which is created by heating water and sugar. It looks like real glass, but breaks much more easily and doesn't cut you. The sugar is also the reason the glass stuck to John Cena's body after he went through it. As for the spotlight, the inside was fitted with padding and foam to cushion the landing. You can see the differences in these two images. As for the explosion, pyrotechnic charges were set on the side and back of the spotlight. This allowed for a big blast, while John Cena was shielded by the inside of the spotlight. Ce soir-là, Edge sera sur le ring pour animer son émission et Jeff Hardy devra alors venir à son tour. Le problème, c'est qu'il y aura semble-t-il un accident et le catcheur se fera brûler vivant par la pyrotechnie. Vous imaginez, ça faisait partie du scénario, mais alors comment est-ce que ça peut être réalisé sans trop de danger? Tout d'abord, les étincelles blanches que l'on peut voir au début ne sont pas dangereuses pour la peau. On peut les toucher sans problème. Par la suite, il va y avoir une flamme, mais pour le coup, elle sera crachée derrière le catcheur et avec l'axe de la caméra, ça nous donne l'impression qu'il était au milieu de la flamme. Edge was hosting his show, The Cutting Edge. The Radar Superstar was supposed to have Jeff Hardy as a guest, but things didn't go according to plan when Hardy was blasted by his own pyro. While it looked very convincing, it was a stage stunt and part of the show. First, the sparks that hit Jeff Hardy weren't hot at all. A special kind of ring was used that doesn't hurt or burn when touched. For the other pyrotechnics, they were carefully placed so that Hardy was close enough that it looked like it hit him, but far enough away that it didn't do any harm. Jeff Hardy also poured water on his head and body before coming out to keep his hair and clothes from burning. Après plusieurs minutes de combat, les deux hommes se retrouveront sur le coin du ring et en faisant une superplex, ce dernier va alors exploser et finir en morceaux. Tout le monde était choqué de voir ce qui venait de se passer. Mais alors comment est-ce qu'il a été possible de réaliser ce segment? Cette question restera en suspens de nombreuses années jusqu'en 2015 lorsque le Big Show en reparlera durant une interview. On apprendra alors qu'Ellis Edwards, qui était la personne qui coordonnait les cascades à la WWE, avait en réalité placé des airbags sous le ring bien avant que le show ne commence. Lorsque ce sera le moment du match, il va profiter de l'instant où les caméras seront centrées sur les catcheurs de l'autre côté pour faire gonfler les airbags et surélever le ring de quelques centimètres. On peut d'ailleurs voir ici le poteau qui ne touche plus le sol, le rendant alors hyper instable. Au moment de l'impact, les poteaux vont tomber et il suffira alors de dégonfler les airbags pour faire chuter le ring. No WWE fan will ever forget this. So how did WWE pull it off? Years after the stunt, Big Show came clean and revealed how it was done. WWE had airbags under the ring that were inflated once Lesnar and Big Show got on the turnbuckle. You can even see a piece of the equipment used to inflate the bags on the floor earlier in the match. These airbags were only on one side of the ring, and they were inflated just enough to raise that part off the ground. You can notice the ring post shaking after Big Show and Brock Lesnar push off the top rope. The impact from the suplex caused the ring post to flip, and the production team had the airbags deflate, causing the ring to fall to the ground. Il arrive parfois que des catcheurs soient alors balancés à travers l'une des parois de la cage. Les attaches utilisées sont toutes petites et très fragiles. Elles suffisent à peine à tenir la cage droite et donc dès qu'un catcheur va s'écraser dessus, elle va complètement exploser. Vous vous souvenez peut-être de ce moment où Bobby Lashley va se jeter sur Omega à l'extérieur du ring? Eh bien, en regardant au ralenti, vous pouvez clairement voir que ce morceau de la cage ne tient quasiment pas. Another classic WWE spot is breaking through the steel cage. These work similar to the barricades. WWE keeps one part of the cage very loose, only held by an easily breakable piece. The wrestlers also purposely avoid interacting with that part of the cage until it's time for the spot. These links are so easy to break that the cage can start to fall before the wrestlers touch it, as seen during this legendary spot between Bobby Lashley and Umaga. La WWE va tout simplement faire une entaille avec un couteau sur l'un des côtés de la pastèque, qui ne sera évidemment pas montré à la caméra, ce qui va permettre de l'écraser beaucoup plus facilement par la suite. C'est d'ailleurs pour ça que le jus va d'abord couler du côté de l'entaille et pas du côté de la caméra. On pourrait également parler de ce moment en 2018 lorsque Braun Strowman réussira à écraser une pomme dans sa main. Là aussi, la WWE va faire une entaille sur le fruit histoire de le fragiliser. The watermelon was cut on the back, which is why juice starts pouring out the moment Khali applies pressure. That's also why the watermelon splits in the back, since that's where it was weaker. WWE used a similar trick years later when Braun Strowman crushed an apple with one hand. You can faintly see a cut on the apple, which made it easier for Strowman to smash. Avant de passer au prochain plagiat, je tiens à préciser que Wiz n'a pas volé le style de ses miniatures. Alors certes, il s'est parfois fortement inspiré du YouTube US, mais ça reste différent. Le plus récent épisode de la série intitulée Les ratés à la WWE est également une vidéo plagiée. Plus d'un mois après la sortie de la vidéo du youtubeur américain, Wiz nous sort une vidéo. La suite, vous la connaissez. Évidemment, ce sera l'événement de la soirée, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Après avoir tout bousculé sur son passage, il va sortir du ring pour bousculer tous les catcheurs, comme il avait l'habitude de le faire avant son départ, sauf qu'ici, Braun Strowman va rater Chad Gable et il trébuchera sur le sol. One of the best returns of 2022 was the Monster Among Men. Strowman left a path of destruction upon returning to WWE, but he didn't exactly get started on the right foot. Braun charged up the Strowman Express, but the train ended up derailing when the big man tripped and fell to the ground. Strowman recovered quickly and it all ended fine, but it was funny to see this big monster slip up during his WWE comeback. L'équipe RK Bro était sur le ring face à l'équipe d'Otis et Chad Gable. Ils s'affrontaient dans un Alpha Academy Challenge où le principe était de correctement épeler un mot que l'on allait leur donner. Otis devra alors épeler le mot Emmental, mais comme vous allez l'entendre, il va oublier une lettre. Chad Gable and Otis faced Randy Orton and Matt Riddle in what was called the Alpha Academy Academic Challenge. If RK Bro won, they would get a championship rematch against Gable and Otis. The first part of the challenge was a spelling bee, and Otis started it off. The big man was tasked with spelling the word Emmental, which is a type of cheese. Emmental! That is correct!
Unfortunately for Otis, he forgot the A. Plus tard dans la soirée, on pourra voir la catcheuse et son groupe en backstage. L'idée était qu'elle jette le titre à la poubelle histoire de marquer la fin de cette ceinture dans la fédération. Le problème c'est que la catcheuse va mal viser et le titre va retomber à côté. Je vous mets le son parce que c'est légendaire. Cross tried to throw the 24/7 title in the trash, but missed. There's something kind of poetic about this being the final image of that championship. Braun Breaker, Tommaso Ciampa et Dolph Ziggler s'affrontaient dans le main event. Le raté va se passer vers la fin du match. Tommaso Ciampa va faire un powerbomb sur Ziggler et Braun Breaker essaiera de casser la prise, mais comme vous pouvez le voir au ralenti, le catcheur va se jeter complètement à côté des jambes de Ciampa et ratera ainsi sa contre-attaque. Braun Breaker, Tommaso Ciampa, and Dolph Ziggler fought it out in a triple threat match. During the physical battle, Ciampa lifted Ziggler up on his shoulders. Braun was supposed to break it up, but completely biffed it and missed his target. Thankfully, it was only a small mistake, and the match continued as planned. Still, it was a pretty funny moment seeing Breaker miss like that. On passe désormais au plagiat intitulé 10 choses que vous ne connaissez pas sur des catcheurs. Vous commencez à connaître le processus, le youtubeur américain sort une vidéo et quelques semaines plus tard, Wiz fait la même chose. On connaît tous la version normale des ceintures de champion avec ces espèces de boutons pour l'accrocher autour de sa taille, et bien en 2018, la WWE avait changé cette méthode d'accroche pour mettre à la place des scratchs. L'intérêt c'était surtout que ce soit plus facile pour les catcheurs de mettre la ceinture autour de leur taille. WWE championships are not what they used to be. Traditionally, WWE's title belts had snap buttons to connect them around a wrestler's body. However, more recently, WWE has switched to using Velcro. The reason is to make it faster for wrestlers to put their championship around their waist. C'est le moment pour Sting de faire le grand pas. Mais au moment de s'avancer au bord du vide, ils vont réaliser que les cordes avaient été nouées à l'envers. Au bord du vide, ils ont donc dû très rapidement défaire le nœud puis le refaire pour permettre au catcheur de descendre. Plus tard, dans une interview, il expliquera que s'il était descendu sans remarquer que quelque chose n'allait pas, il aurait tout simplement chuté du haut de l'arène et serait mort. Sting was told to step over the railing and be prepared to jump down. Just then, the stunt crew realized that Sting's gear was on backward and they had to fix the rope while Sting was standing on the edge. The icon revealed in an interview that had he jumped, he would have fallen to his death. En 2020, le gouvernement des États-Unis voulait lancer une campagne de sensibilisation au sujet du Covid et voulait notamment utiliser des célébrités pour faire diffuser le message. Ronda Rousey sera sélectionnée par le gouvernement comme étant une potentielle personne à contacter pour ce projet. Le truc, c'est que la liste des célébrités potentielles va fuiter et on pourra découvrir que dessus il y avait une colonne dans laquelle étaient écrits les points potentiellement négatifs en rapport avec chaque célébrité. Il y sera écrit que Ronda Rousey avait été arrêtée par la police durant un événement de la WWE en 2019. Vous l'avez peut-être compris, mais ça fait référence à un moment qui s'est déroulé en avril 2019. Évidemment, tout ça a été parfaitement scénarisé, sauf que les personnes chargées d'élaborer la liste des célébrités pour le message du gouvernement n'auront visiblement pas compris que c'était faux et penseront réellement que Ronda Rousey s'était fait arrêter. In 2020, the US federal government was working on a series of public service announcements that would educate citizens about the COVID-19 pandemic. They wanted to include celebrities to help promote the message, and one person being considered was Ronda Rousey. However, the government wasn't sure about including her for a few reasons. One of them was because they believed that Rousey was arrested at a WWE event in 2019. The incident happened on Monday Night Raw when Ronda Rousey, along with Becky Lynch and Charlotte Flair, were arrested when they got into a fight. The entire thing was part of a storyline and no one was actually arrested. Pour compléter son plagiat, Wiz va prendre d'autres vidéos du youtubeur américain. Est-ce que vous saviez qu'un cousin de Randy Orton a failli faire ses débuts à la WWE en 2014 ? Est-ce que vous saviez que les tatouages sur les bras de Randy Orton ont failli coûter des millions de dollars à la WWE ? De manière similaire à Passion Wrestling, Wiz va lui aussi plagier plusieurs youtubeurs américains. La vidéo intitulée « Quand les catcheurs sortent de leur personnage » est un plagiat du youtubeur américain Wrestling Flashback. De nouveau, Wiz sort son plagiat peu de temps après la vidéo du youtubeur américain. My husband has a 6-inch scar on his face since most... My husband has a 6-inch scar on his face that really turns me off. So don't worry about a thing. I'm safe and sound. I'm just getting ready to eat some bingo. So don't worry about a thing. I'm safe and sound.
Il est déjà arrivé que Randy Orton craque en direct. The Viper has never been afraid to laugh or show how he feels when the cameras are rolling. It's a shame that you're supposed to be the face of the WWE, but you act like an entirely different body part. It's a shame that you're supposed to be the face of the WWE, but you act like an entirely different body part. Taker lui aussi va rire, mais vu qu'il ne peut rien faire normalement, ça va nous donner ce visage absolument incroyable. Vous connaissez peut-être Gene Okerlund. C'est probablement l'un des intervieweurs de catch les plus charismatiques de tous les temps, mais il lui arrivait souvent de lâcher des blagues ou de dire des choses qui le feront rire. Mean Gene established himself as the greatest wrestling interviewer of all time. Okerlund did this by showing immense charisma and personality. Il dira qu'en ce moment, Jay était fatigué et qu'il ne se sentait pas très Usi. Lately, he just hasn't been very Usi. Dans le but d'apporter plus de variété dans ses plagiats, Wiz utilise généralement des vidéos de différents youtubeurs américains afin d'en faire une vidéo. Le dernier épisode de la série intitulée 5 moments filmés par accident à la WWE en est un exemple parmi tant d'autres. Les situations 1 et 5 sont tirées d'une des vidéos de WrestleMania, tandis que les autres situations ont été récupérées sur l'une des vidéos de TOC. Une fois de plus, les dates de publication des vidéos sont en concordance avec mes dires. Numéro 5. Rapidement, l'Undertaker se dirigera vers le tas de terre pour enterrer son adversaire, mais contre toute attente, Kane va débarquer dans le match. The match predominantly featured The Undertaker destroying McMahon, but when Kane got involved, the match took a drastic turn. Malheureusement, lorsque l'Undertaker se retrouvera dans la tombe, on pourra le voir se relever pour creuser avec la pelle, car comme vous l'imaginez, le secret derrière cette stipulation, c'est qu'il y a une trappe au fond de la tombe qui permet au catcheur de se retirer avant que la terre ne soit déposée. Et ici, on pourra donc voir l'Undertaker creuser en direction de cette fameuse trappe. WWE's production team failed in their role to hide the secrets of the Buried Alive match type, as towards the end of the match, it was hard to ignore the fact that viewers could see the dead man using a shovel in the grave, likely using it to access a trap door. This would have allowed him to reach a place of safety. The next time the camera panned to the grave, the Undertaker was selling, but the shovel had mysteriously gone missing. Numéro 4. Il avait l'habitude de projeter son poing sur le sol. Le problème, c'est qu'à force de s'exploser le poing sur le sol, son poignet commençait un peu à se fragiliser. La WWE décidera donc de lui ajouter un petit coussin, histoire d'amortir le choc et d'éviter des blessures sur le long terme. Les caméras essaieront tant bien que mal de le camoufler, car c'est pas très esthétique et ça rend moins impressionnant, mais on aura quand même l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Roman Reigns had hit the ground, causing a bunch of pyro to go off. It looked pretty cool, but Reigns is still human. In order to protect the big dog's hand, WWE had a cushion for him to punch. The camera crew do their best to avoid showing this, but sometimes it slipped into the frame. Numéro 3. En théorie, les deux hommes étaient donc ennemis. Mais ça, c'était avant que les deux catcheurs n'apparaissent côte à côte dans le fond. The Rock, en voyant la caméra, va littéralement faire demi-tour, mais c'était déjà trop tard. That's why it was shocking to see Rock and Gunn hanging out together backstage during the SummerSlam pre-show. As soon as The Rock saw the camera, he got out of there as quickly as possible. Numéro 2. Stephanie McMahon, la fille du patron de la WWE Vince McMahon, était en train de faire une promo face aux Miz et au Big Show. Et bien ce soir-là, Stephanie avait écrit quelques infos sur sa main, sauf que ce sera clairement visible. Ce moment nous rappelle pas mal celui de The Rock face à John Cena, où le catcheur avait écrit son texte sur son poignet. WWE also really should have covered Stephanie McMahon's hand in this next clip. During a segment on Raw in 2013, Stephanie was in the ring with the Big Show and Miz. WWE tried to hide it from us, but they couldn't. On Stephanie's hand, she had notes written on her palm to remind her what to say. Even The Rock was caught with notes on his wrist when he returned in 2012. Numéro 1. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de ce moment où le commentateur Byron Saxton va discrètement donner à Roman Reigns une capsule de faux sang pour que quelques secondes plus tard, lorsque Triple H va le frapper au niveau du visage, on ait l'impression qu'il soit complètement ouvert. Triple H would smash Reigns' head against the announce table, and this is when Saxton would pass Reigns the capsule. This was a smart idea, but WWE stupidly shot Saxton passing Reigns the capsule in clear view, so it was obvious what was going down. Allez, je vous mets un petit bonus. Les deux catcheurs repartiront en civière après ça.
Bon, on aurait clairement pu s'en douter, mais il y avait quelque chose pour amortir la chute. Pourtant, la WWE avait plutôt bien réussi à le cacher en ne filmant pas le moment de l'impact. Mais en 2018 va sortir un documentaire sur la carrière des Hardy Boys qui nous permettra de voir un angle inédit de ce saut. Jeff retombera sur une zone molle et à côté de Randy Orton. Alright, remember when Jeff Hardy flipped Randy Orton off the Raw stage and then climbed 30 feet and delivered a swanton bomb off the Raw set? It was a breathtaking moment, but even when WWE showed the replays, we never saw Jeff actually connect with Randy. However, in the Twist of Fate Hardy Boys DVD, WWE showed a clip from that stunt. While it's brief, you can see from this angle that Jeff Hardy actually landed next to Randy Orton and didn't hit him at all. While it was a bad angle, at least it wasn't embarrassing. Je vais terminer par sa dernière vidéo intitulée « Les pires prises dans l'histoire du catch ». Une fois de plus, Wiz n'a pas changé les bonnes habitudes. Numéro 10. On commence cette vidéo avec Solomon Crowe. Le catcheur aura un petit parcours à la WWE entre 2012 et 2015 au sein d'NXT, mais il n'aura l'occasion de faire que quelques matchs à peine avant d'être au final libéré par la compagnie qui ne savait pas vraiment quoi faire avec lui. Il effectuait un pendulum splash qui était en gros une espèce de rebond sur la troisième corde pour ensuite atterrir sur son adversaire. La prise n'était absolument pas impressionnante et on comprenait mal comment un adversaire pouvait être KO après ça. And number 1, Solomon Crowe, Pendulum Splash. In 2015, a wrestler named Solomon Crowe debuted in NXT. He had an interesting look and appeared to have some potential. Then he hit his finisher. Look at this! Hooks the leg! And that's it! This move was called the Pendulum Splash, and while it is the worst finisher of all time, at least it's safe to perform. Numéro 9. Depuis 2012, Byron Saxton est assis à la table des commentateurs. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que de 2010 à 2011, il était catcheur à NXT durant la saison 3 du show. Durant son run, Byron Saxton décidera de terminer ses matchs avec un Saxtonation. Ce finisher n'avait littéralement aucun sens. Il partait d'abord en avant pour au final aller en arrière. C'est impossible de se dire que l'adversaire est vraiment KO. Number 2, Byron Saxton, Saxtonation. You might not remember, but before he was a commentator, Byron Saxton wrestled. He made his WWE debut on NXT back when it was a competition game show. Saxton ended up getting eliminated, and when you see his finisher, you can kind of tell why. Saxtonation involved Byron grabbing his opponent, motioning for a skull-crushing finale, and then psych! No matter how much WWE shook the camera, this finisher did not look good. Numéro 8. Bon, je sais que là je vais parler d'une prise que beaucoup adorent, mais faut quand même reconnaître qu'elle n'a aucun sens. Avant d'être à la WWE entre 2019 et 2021, John Morrison avait fait un premier run dans la compagnie entre 2002 et 2011. Je pense qu'on se souvient tous de sa fameuse entrée au ralenti qui était assez stylée à regarder. Mais l'un des éléments que les fans ont retenu de lui, c'est son Starship Pain, une prise qu'il effectuait en rebondissant dans le coin du ring. Bon, on va pas se le cacher, même si c'est super athlétique et qu'il y a un peu de vitesse, au final l'impact avec son adversaire est plutôt faible. Starting at number 20, John Morrison, Starship Pain. Alright, let me be clear. The Starship Pain looks absolutely amazing. The fact that John Morrison's able to do this is awesome, but the impact is where this finisher really lacks. So often, it looked like Jomo just barely hit his opponent. Even when the move did connect properly, it lacked the serious impact a finisher should have. Again, Starship Pain is a thing of beauty, but it's a prime example of a finisher that focuses on style rather than substance. Numéro 7. Cette fois-ci, on remonte en 2006 avec le catcheur Vito. La WWE avait créé une storyline autour du fait qu'il portait une robe mais qu'il voulait convaincre tout le monde qu'il était hétéro. Oui bon, c'est la WWE à cette époque, vous connaissez, les storylines étaient un peu bizarres. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont il finissait ses matchs. Vito utilisait une prise de soumission appelée le dress code. Le but était de passer la tête de son adversaire sous sa robe et d'ensuite lui faire une clé de bras. Je sais pas s'il essayait de rendre la prise plus impressionnante en rajoutant de l'odeur, mais en vrai, faut reconnaître que c'était ridicule. Number 4, Vito, dress code. This finisher is on another level. A negative one. In 2006, Vito started appearing on SmackDown wearing a dress. This character would never fly today, but it was a different time. Anyways, to play up the cross-dressing character, Vito got a new finisher, the dress code. Vito would shove his opponent's head under his dress, lock their arm, and start shaking. Most men would tap out within seconds, but can you blame them? The dress code is honestly so bad, it's almost good. Keyword being almost. Numéro 6. S'il y a bien une prise que je n'ai jamais compris, c'est le headbutt. Le principe est littéralement de se jeter depuis la troisième corde pour s'écraser la tête la première sur son adversaire.
On est presque sur du suicide à ce stade, la prise a l'air bien plus douloureuse pour celui qui l'a fait que celui qui se la prend. Le pire là-dedans, c'est que comme vous le savez, elle va réellement causer des problèmes à des catcheurs. On la relie souvent à Chris Benoit comme étant l'une des prises qui lui aurait causé des dommages au cerveau, et donc l'un des facteurs parmi tant d'autres l'ayant par la suite conduit à faire un double meurtre suivi d'un suicide. Number 17, Chris Benoit, diving headbutt. Not only is Chris Benoit controversial, but so is his finisher, the diving headbutt. The move can have some serious health risks if it's botched. However, on top of all that, the move just doesn't make a whole lot of sense. Like Starship Pain, the diving headbutt looks spectacular, but why would you hit your opponent with your head? One, that only dishes out a limited amount of damage, and second, are you gonna hurt yourself as much, if not more, than your opponent? The diving headbutt just never made sense, and yet it's still being used to this day. Numéro 5. Dans le même genre niveau stupide, on pourrait parler des Bushwhackers. C'était une équipe composée de Luke Williams et Butch Miller qui était plutôt folle, on va dire. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est leur finisher. Le battering ram consistait à prendre la tête de son coéquipier pour heurter son adversaire. Tout comme pour le headbutt, c'est ridicule vu que ça fait probablement plus de dégâts à celui qui envoie le coup qu'à celui qui le reçoit. Number 9, the Bushwhackers, the battering ram. Another tag team finisher, and this one is pretty bad. One of the Bushwhackers would grab the other in a headlock and then ram them into their opponent. The attack might have been fine as a signature move, but it lacked the explosiveness needed for a finisher. It wasn't even that fun or entertaining to watch, making it underwhelming and easily forgotten. Numéro 4. On continue avec Bastion Booger. C'était un catcheur qu'on avait l'occasion de suivre dans les années 90 à la WWE. Sa principale caractéristique, c'était évidemment son physique impressionnant, il pesait près de 180 kg. Et justement, avec un physique comme ça, Bastion Booger utilisait un coup assez spécial. Trip to the Cave. Ça consistait littéralement à s'écraser sur son adversaire, avec cependant les parties intimes bien trop proches du visage de ses adversaires. Autant des catcheurs comme Yokozuna s'écrasaient sur le torse, autant ici, on est un peu plus haut. Number 7, Bastion Booger, Trip to the Batcave. This is one of the sickest WWE finishers ever, and I do not mean that in a positive way. Booger would sit on his opponent with his crotch dangerously close to his opponent's mouth. Yokozuna and Rikishi had finishers where they sat on their opponent, but they landed on their opponent's torso and it looked like it hurt. Bastion Booger was so close to his opponent's face that not only did it look perverted, but it also looked like he was doing little to no damage. Numéro 3. Ces dernières années, MVP était souvent dans un rôle de manager. Entre 2005 et 2010, il aura l'occasion de combattre dans des matchs assez importants et de mener une carrière plutôt cool. Mais pendant tout ce temps, il utilisait un finisher vraiment moyen. Le playmaker consistait à passer sa jambe sur son adversaire et ensuite exercer une rotation pour chuter sur le ring. Alors je sais, la prise a quand même de la gueule, mais bon, celui qui se la prend est presque envoyé au sol avec délicatesse. J'ai l'impression que c'est MVP qui souffre le plus à la fin. Number 16, MVP, Playmaker. MVP is a cool wrestler, but his finisher was kind of dorky. Not only did it look silly, but it didn't look like it really hurt MVP's opponent either. Sometimes it actually looked like MVP hurt his knee more than the person taking the move. Now, Randy Orton used the same move as his finisher early in his career, but at least he quickly ditched it. MVP, on the other hand, has continued to use the Playmaker for his entire WWE career. Numéro 2. Allez, je vous mets quelques mentions honorables pour la route. Wade Barrett et son fameux Wasteland. C'était une prise où globalement il prenait son adversaire sur ses épaules pour simplement le projeter au sol. Le voir gagner des matchs avec cette prise, ça n'avait vraiment pas de sens. Lacey Evans et son Women's Right, un coup de poing qui est censé mettre KO son adversaire. Autant quand le Big Show le porte, je veux bien y croire, autant là, Lacey Evans avait vraiment du mal à nous donner l'impression que le coup était violent. Le two-handed chokeslam. Quand le Great Khali le porte, bon, ok, à la limite ça peut passer, mais alors quand Omos le fait, c'est vraiment pas ouf. La chute paraît rarement suffisamment violente pour qu'on se dise, ok, là c'est la fin du match. Numéro 1. Je sais que pour celui-là on va me cracher dessus, mais faut quand même le dire. John Cena a beau être un catcheur qui a marqué mon enfance et celle de beaucoup d'autres, son finisher et sa prise de soumission, même s'ils sont iconiques, sont pas très violents. L'attitude adjustment par exemple, bah globalement c'est comme un power slam mais de côté. Après faut reconnaître que sa simplicité c'est aussi ce qui fait son charme. On a tous déjà pris un de ses potes sur ses épaules pour lui faire la prise, non ? Sa prise de soumission aussi, le STF. Quand on voit l'écart énorme entre son bras et le cou de son adversaire, ça gâche un peu la prise. Et ça pour le coup c'est vraiment dommage, parce que John Cena l'a déjà porté avec plus de violence et c'était juste incroyable. Number 18, John Cena, STF.
Some people say Cena's attitude adjustment isn't a good finisher. I don't agree, especially when his submission finisher is garbage. The move itself is actually great, but the way John Cena specifically does it is terrible. The majority of the time, it looks like the opponent is in more pain due to Cena's arms pushing against the side of their head than Cena choking them out. It's unfortunate too, because there are times where Cena would perform the STF really well. I'm not sure if John Cena loosened his hold to make it safer or what, but the STF should have GTFA. Je vous mettrai en description une compilation des plagiats de la part de Wids. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.